Axel Dochez, vous êtes le directeur général de Deezer. Mais avant, vous avez fait un long passage dans les médias. Vous avez passé 15 ans dans les médias. Vous avez été président de BDDP Interactive et directeur général de Moonscoop. Vous êtes arrivé à la tête de Deezer il y a un peu plus d'un an et demi. C'est à peu près 2 ans maintenant, excusez-moi, je suis un peu en décalage. Et vous allez nous parler de votre aventure, mais surtout, le thème qui vous était cher, c'est la recréation de l'émotion musicale par les plateformes virtuelles. Je vous laisse aborder ce thème. Et ensuite, nous aurons un groupe de musique qui viendra faire un petit intermède musical. Je te laisse prendre un C'est micro. bon. Ok, Je préfère rester debout. ça marche. Bonsoir. Alors en fait, je vais vous parler de la musique et d'une aventure que je n'ai pas créée, qui a été créée par un jeune qui avait 22 ans à l'époque. C'était déjà sa 3e entreprise, donc il avait vraiment ça dans la peau. Et le point de départ, c'était de se demander un petit peu comment est-ce qu'on pouvait avoir envie d'investir ou de se lancer dans la musique en 2006. Il faut savoir que le marché de la musique avait perdu 60% de sa valeur à ce moment-là. Donc c'était pas évident, et pourtant ça a été un succès. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dessus, puis je vais vous parler de l'étape dans laquelle on est maintenant, qui est vraiment la réinvention de cette émotion à travers l'écran. Alors en fait, au début, la musique qu'on connaît tous, c'était le disque. Et le disque, c'était un assemblage assez subtil entre un produit et de la musique. Et le produit était très très important. Le disque, le vinyle, puis le CD, c'était un objet qu'on choisissait, qu'on achetait, qu'on possédait. C'était une sorte de médiateur affectif extrêmement important. Et combien de fois on achetait des disques qu'on n'écoutait pas, et pour autant on était très content de les avoir. Et ce lien un peu magique entre le disque et la musique elle-même ont composé ce qu'on a appelé pendant très longtemps le marché de la musique. Ce lien magique, il existe aussi dans d'autres médias. Si on prend la presse, il y a aussi un lien un petit peu bizarre entre l'information et puis le journal. Le journal qu'on peut porter sous le bras, qu'on est tellement heureux d'aller acheter et que parfois on ne lit même pas. Ce lien magique, on l'a aussi dans le livre, ou le produit lui-même. Encore plus souvent, on l'achète sans le lire. Et la bibliothèque a quelque chose de magique, indépendamment du contenu qui est à l'intérieur. Donc on a toute une industrie culturelle qui s'est construite sur ce mélange improbable entre un produit et puis un bien culturel à part entière. Et puis c'est passé pour la musique l'an 2000, et puis pour les autres médias, 2005, 2010, l'arrivée d'Internet. Et là, il y a eu un premier choc, c'est qu'il y a eu un troc. Il y a eu un troc implicite quand, pour la musique en l'an 2000, le MP3 est arrivé. Le troc a consisté à rendre le produit, à garder la musique, et à la place du produit, en échange, on a gagné en mobilité, on a gagné en quantité, et on a gagné en instantanéité. Et c'est ce troc qui s'est passé pour la musique, encore une fois, en l'an 2000, et qui est en train de se passer pour la presse, et qui est en train de débuter pour le livre. Et ce troc, il a eu son cortège de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais écouté autant de musique, il y en a eu absolument partout. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça s'est accompagné d'un piratage de masse. Et du coup, fondamentalement, on a vu le marché de la musique qui s'est effondré. Mais c'est sidérant. Il y a eu, donc comme je le disais tout à l'heure, 60% de baisse en 8 ans. Même l'industrie du textile n'a jamais connu une baisse d'une telle violence. La métallurgie non plus, la sidérurgie non plus. Bref, la violence qu'a subie cette industrie était absolument incroyable. D'un seul coup, le piratage a remplacé tout. Et comme dans toute cette mutation numérique, les premières solutions qui sont arrivées étaient des solutions qui ont dupliqué le monde physique. C'est-à-dire que là où on vendait des disques, eh ben on va vendre des fichiers. Et les premières solutions, qu'elles soient pirates ou pas, qui sont arrivées, sont en fait des solutions qui ont dupliqué le monde physique, mais avec un fichier MP3 au lieu d'un disque. Donc on a vu arriver d'un côté iTunes et quelques autres concurrents, mais iTunes a quand même pris la grosse partie du marché qui consiste à distribuer et vendre des fichiers musicaux. Et puis de l'autre côté, on a vu toutes les solutions pirates, et en particulier
le peer-to-peer. Et le peer-to-peer, il faut bien voir, en 2006, sur 100 téléchargements de musique, il y en avait 95 qui étaient pirates et 5 qui étaient légaux. Donc ça a été vraiment dévastateur. La raison de cette piratage était bien entendu liée au fait que c'était possible de faire du piratage de masse. Il est lié aussi que dans toutes les industries de contenu, à partir du moment où on ne fait que dupliquer le monde physique, on détruit de la valeur. Quand on voit la presse aujourd'hui, alors il y a des partenaires ici, donc il faut que je fasse attention, mais quand on voit la presse aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sorte de convention de marché qui s'est établie sur Internet. On a troqué le papier, on a gagné de l'instantanéité. Maintenant, la bataille de tous les news online, c'est d'avoir la dernière dépêche au dernier moment. Quand on ne sait à ce stade de cette première génération, il n'y a pas de création de valeur. Et c'est là-dessus que Daniel Marelli, qui avait 22 ans à l'époque, qui est un geek absolument génial, il a eu une intuition que, bien évidemment, il l'a fait pour lui-même, parce que ça commence toujours comme ça. Il a eu l'intuition de ce que maintenant tout le monde appelle le cloud, mais à l'époque, ça n'existait pas. C'est-à-dire, mes disques, ma musique, plutôt que de l'avoir sur mon PC, je veux l'avoir sur des serveurs et y accéder de partout. Il a eu l'intuition, en plus de ça, de dire la musique, c'est pas simplement ma petite librairie musicale, c'est un accès illimité et exhaustif à tous les catalogues. Et il a inventé, et c'est une première mondiale, c'est un Français qui a inventé ça, il a inventé en 2006 le premier site de streaming où on pouvait accéder de façon illimitée à la musique à distance sans avoir besoin de posséder la musique. Et le succès a été juste phénoménal. En 2 ans, bien avant que j'arrive, j'y suis absolument pour rien, en 2 ans, il a conquis 20 millions de Français. En 2 ans, la marque Deezer est devenue 5 fois plus connue que la marque iTunes en France. iTunes est très connu à Paris, c'est pour ça qu'on a parfois du mal. Mais sinon, il y a eu vraiment un énorme raz-de-marée. Et là, aujourd'hui, Deezer a 1,5 million d'abonnés en France et est devenu aussi gros qu'iTunes. Donc ça a été un succès phénoménal. Le succès qui est derrière Deezer, c'est le succès d'avoir inventé une nouvelle valeur là où la valeur avait disparu. Aujourd'hui, sur Internet, les biens culturels n'ont plus de valeur en tant que tels, parce qu'en tant que tels, ils sont piratés et piratés de façon de masse. Les biens culturels n'ont de la valeur à partir du moment où ils sont intégrés dans un service. Et ça a été ça, la raison du succès de Deezer. Et sur le livre, sur la presse, sur le cinéma, sur la télé, on va voir arriver des solutions de 2e génération, qui ne seront pas des copies de Deezer sur ces médias-là, qui seront autre chose, qui existent peut-être et qu'on ne connaît pas, ou peut-être qui n'existent pas, et qui vont transcender le contenu lui-même en un service. Et c'est là où ça crée de la valeur. Maintenant, on est au début du chemin. Et c'est là où on arrive avec l'émotion. J'ai encore un peu de temps. Vas-y, je suis inquiet. Non, il te reste encore 1 minute, une grosse minute. Vas-y. C'est très intéressant. Donc on est au début du chemin, parce que si on veut continuer à proposer des abonnements à 10 € par mois, ce qui est le cas, on ne peut pas se contenter d'être un jukebox. On ne peut pas se contenter d'être simplement un site où on a accès à de la musique. Il faut construire autre chose. Sinon on va être dépassé. On a réussi jusque-là, mais sinon on va être dépassé. Et là-dessus, sur cette base-là, on a une vision qui, pour le moment, nous différencie de nos concurrents. On pense que le sujet de Deezer des 10 années qui viennent, c'est l'expansion du domaine musical. L'expansion du domaine musical, c'est comment faire pour que quelqu'un qui est perdu dans la musique, qui a un peu démissionné parce qu'il s'était paumé un petit peu dans ses différents iPods, va de nouveau s'y replonger et va découvrir de nouveaux artistes. L'expansion du domaine musical, c'est aussi que la musique soit présente et accessible par personne à plein d'endroits différents et dans des expériences musicales différentes. Si on n'invente pas ça, demain, il y aura 10 Deezer qui feront la même chose que nous sur les mêmes catalogues. Et tout ce que je viens de dire, c'est en fait recréer du lien et recréer de la valeur dans la relation qu'ont les gens avec la musique. Bien sûr, on ne sera jamais les responsables ni les auteurs d'une relation émotionnelle que la musique a avec vous, mais en revanche, on peut créer de la valeur autour. Et il y a 3 axes qui, encore une fois, peuvent peut-être servir à d'autres médias. Le premier axe, il est très vieux jeu.
C'est ce qu'on appelle la recommandation éditoriale. On est dans un monde d'Internet où la tendance, c'est d'être ultra customisé. Vous aimez ça, essayez ça. Vos copains écoutent ça. C'est très bien, hein, c'est très bien cette logique de recommandation adaptée. Plus on est ultra customisé, plus il faut offrir aux gens une sélection musicale subjective et non customisée. Plus on est perdu dans Internet, plus les services doivent créer un espace cohérent, stable, sur lequel les gens ont leurs repères et font eux-mêmes leur propre cheminement. Ça, c'est notre premier axe, et on est au début du chemin. Le deuxième axe, c'est bien évidemment le groupe. C'est d'abord la famille. Comment est-ce que la musique est un transfert au sens de la famille? Bien sûr, la bande de copains qui se partagent des trucs sur Internet, mais c'est beaucoup la diaspora, la communauté. Aujourd'hui, les musiques identitaires, culturelles, sont absolument sous-utilisées. La musique africaine, considérant la diaspora africaine dans le monde, devrait être beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. On a un vrai travail là-dessus. Puis enfin, le dernier espace d'innovation, c'est un espace qui est très techno, qui consiste à un moment donné de prendre conscience de ses limites. Aujourd'hui, on essaye d'avancer, on essaye d'inventer, mais jamais on inventera autant que tous les gens qui sont partout sur Internet. Et on a fait quelque chose qui s'appelle ouvrir notre API, qui est de permettre à n'importe quel développeur dans le monde entier de se plugger sur Deezer et d'utiliser la musique comme il le souhaite pour inventer des services bien plus performants que Deezer. Et cette étape-là, elle va nous permettre d'emmener encore plus loin la musique à travers des tables de mixage sur iPad, à travers des autoradios à la voix qui permettent de retrouver de la musique. Et c'est ça le dernier stade de l'évolution. Mais encore une fois, le contenu est le seul responsable de l'émotion. Mais le rôle d'un service, s'il veut durer, c'est d'inventer l'émotion qu'il y a autour dessus. Merci beaucoup Axel, directeur général de Deezer.